on lui demande l'algorithme de la règle. Donc on va lui donner pas mal de travail là. Donc pareil, il est en train de réfléchir. Pour l'instant, il est en mode démonstration, hein, donc il est pas non plus, c'est pas le plus rapide. Pendant qu'il travaille, donc là on peut relire rapidement ce dont il parlait, les recommandations, parce qu'on peut voir que comme c'est un assistant, il peut aussi nous proposer certaines choses. Il nous propose soit de réutiliser les règles existantes, ce qui est une bonne pratique en soi, parce que voilà, on a des règles qui utilisent déjà l'âge du souscripteur, qui implémentent d'une certaine façon la situation professionnelle, à voir si ça répond exactement à la façon dont on souhaite l'implémenter. Et éventuellement d'ajouter lieu d'habitation. Alors il nous propose des données complémentaires ou une table de zonage, c'est exactement ce qui va nous intéresser. Donc il est toujours en train de travailler. L'objectif, ça va être qu'il nous fournisse l'algorithme du moteur de règles, qu'on puisse éventuellement le copier-coller dans un moteur de règles. Ça marchera pas forcément tout de suite, dans la mesure où il faut créer les paramètres, si jamais paramètres il y a besoin, ce qui est notre demande. Hein. Potentiellement, il faudra rattacher les tables aussi, créer une nouvelle table. Donc ça, de toute façon, il devrait nous guider dans sa réponse là-dessus. Et aujourd'hui, il faut faire copier-coller puisqu'on ne l'autorise pas en écriture encore d'un coup. On l'utilise uniquement en lecture. Oui. C'est pour ça qu'on doit copier-coller la règle si cette règle correspond à notre besoin. Mais dans un futur proche, on peut tout à fait imaginer faire de l'écriture. Donc il est en train de répondre. Là, il est en train de me répondre. Il écrit pas mal de choses. Les prochaines étapes. Donc je vais remonter un petit peu dans sa réponse. Donc ce qu'il nous propose, c'est donc il nous parle du nom de la règle, du type, etc. On va passer rapidement sur ces critères-là. Il nous parle des paramètres de la règle. Donc effectivement, on passe, mais on précise quand même rapidement qu'il utilise les mêmes informations que Coog a besoin quand on paramètre une règle. Le type, le contexte tout à fait. Et le statut, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Et il nous précise également les paramètres qu'il faut mettre sur la règle, donc âge minimum, âge maximum, de type entier, voilà, avec des valeurs par défaut éventuellement. Il nous dit comment on accède, et c'est véritablement comme ça que l'on accède aux paramètres qui sont sur une règle, c'est-à-dire param underscore le code et les parenthèses. Il nous parle des données complémentaires consommées, donc situation professionnelle et fumeur, en utilisant le lookup table qui est une fonction de Coog. Et de domicile ville. Alors ça, le code reste à changer si jamais ce n'est pas le bon. Donc voilà, il nous parle après de la table qu'il faut créer. Donc une table avec 2 dimensions, situation professionnelle et fumeur. Il nous met des exemples et il nous file l'algorithme de la règle ici. Donc pour ceux qui ont fait déjà des règles du moteur de règle, on peut voir que c'est les vraies fonctions du moteur de règle, calculer âge, date de naissance souscripteur, date de calcul, param âge minimum, âge maximum. Il fait ses vérifications, ajouter erreur bien évidemment. Voilà, puis après quelques vérifications. Il nous propose même les messages d'erreur à paramétrer. Tout à fait, les messages d'erreur adaptés à l'algorithme, voilà, à la vérification qui est faite. Par exemple, si le domicile est différent de l'île, domicile non éligible, seule l'île est acceptée, et il nous met le domicile actuel. Donc voilà, quelques points clés qu'il nous donne en disant voilà, attention les paramètres, les données complémentaires, il faut une table, les messages d'erreur, voilà, etc. Donc il nous a donné tout ce qu'il fallait, on pourrait continuer dans la conversation, affiner la règle jusqu'à obtenir ce qui nous intéresse. Exactement. Je propose d'aller encore plus loin cette fois-ci et plutôt peut-être de faire du comparatif de règles. C'est ça, donc dans le cadre des projets et dans le cadre de Coog, en tout cas, on livre une règle en standard, donc la règle Eckert, mais chaque client met en place une règle spécifique. Donc là, on va aller comparer la règle Eckert livrée en standard avec une règle spécifique qu'on a rédigée, et on va également donc lui demander éventuellement de simuler le résultat de la règle. D'accord, donc on commence par d'abord la comparaison. La comparaison. Donc j'ai 2 règles Eckert qui se ressemblent. J'aimerais que tu me les retrouves et que tu me les compares. Ça c'est ce qu'on va demander à l'intelligence artificielle. Donc là, toujours pareil, elle va aller taper dans le back-office pour regarder, retrouver les règles, les comparer et nous faire une synthèse du comparatif. Sachant que sur la simulation, j'anticipe un petit peu, mais lorsque on va lui demander de simuler la règle, aujourd'hui ce serait une simulation comme si on copiait-collait la règle dans un éditeur de texte. Ouais, dans un éditeur de texte, dans un chatbot.
une interface web type Claude, ChatGPT, etc. Demain, il n'est pas exclu que l'on puisse mettre à disposition des outils, comme on a l'outil configuration, un outil simulation de règles par exemple, qui permettrait de simuler la règle directement dans Coog. Donc là, il est en train de nous faire son résumé. Ah, il n'a pas fini. Ok. Donc il a bien trouvé deux règles écartes, la règle standard et la règle custom. Donc on donne le code, etc. Voilà, le type de la règle, le statut. Il nous parle de l'architecture, donc les différences majeures, c'est la règle standard, c'est une approche déclarative orchestrée, donc on appelle des fonctions métiers qui sont livrées dans Coog, avec différentes caractéristiques. Il donne les forces et les faiblesses, en disant que c'est une boîte noire, hein, le taux des tables sont cachées, elles ne sont pas dans des fonctions méthodes ou dans des tables. En revanche, la règle 13 qui est dite custom, donc la deuxième règle, et l'algorithme est plus long. Il nous décrit exactement tout ce qui est fait dans l'algorithme et il nous donne ses caractéristiques, ses forces et ses faiblesses. Évidemment, elle est peut-être plus transparente, on est plus autonome, on peut gérer facilement le taux de revalorisation Eckert par intermédiaire de tables et les taux d'intérêt légaux, mais du coup c'est plus complexe à maintenir. Donc voilà, après on a une petite synthèse des différences fonctionnelles et quelques points critiques, voilà, et un tableau de synthèse. Donc à partir de là, je suis capable de prendre la décision, est-ce que c'est la bonne règle, est-ce que c'est celle-ci qu'il faut que j'utilise. A priori, ce qui nous intéresse, c'est bien la règle 13, donc la règle custom. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut simuler un résultat logique avec la règle 13 pour vérifier que cette règle correspond bien à ce qu'on souhaite faire dans le cadre de la réglementation Eckert. Un décès en 2026. Un décès en 2026, par exemple. Très bien, donc je vais lui demander de me faire une simulation cohérente avec la règle custom pour un décès en janvier 2026. Donc là, toujours pareil, il utilise l'outillage à sa disposition, à savoir la configuration. Et on va bien voir ce qui va nous sortir. L'idée, c'est qu'il puisse simuler le jeu de l'algorithme Eckert avec des données relativement cohérentes, un capital de 100 000 euros par exemple. Avec l'identification, les dates de demande de documents. Voilà, tout ce qui est en lien avec Eckert et tout ce qu'il aurait récupéré depuis l'algorithme de la règle. Et tout ce qu'on s'est dit lors d'un sinistre. Ouais. Des remarques sur les emojis? Les emojis? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Comme toutes les IA. Bon, il est toujours en train de réfléchir. On peut voir aussi la consommation des tokens, des tokens aujourd'hui. Donc là, on est sur une conversation itérative. On voit qu'on a consommé 60 000 tokens, ce qui est conséquent, mais normal dans ce cas d'utilisation-là. Là, il est en train de nous faire toute la réponse. Il a bientôt terminé. Hop, il a fini. Je remonte pour avoir l'intégralité de la réponse. Donc le scénario. Il nous donne des données en entrée. Donc on part avec une date du décès au 15 janvier. Un capital de base de 100 000 euros. Voilà, c'est ce qui est utile pour ces simulations. Une date de réception des documents au 30 avril. D'identification du bénéficiaire au 20 janvier. Donc 5 jours après le décès. Une date de paiement au 15 mai. Donc un jour après la réception des documents. Voilà, un niveau d'organisation. Bon, il nous donne quelques hypothèses sur les taux des tables, parce qu'on n'a pas de tables qui sont paramétrées. Donc imaginons qu'on ait des tables et que on ait ces entrées-là dans les tables. Il nous donne du coup l'exécution pas à pas, donc on va peut-être pas tout faire dans le détail, mais globalement, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous détaille le calcul ici. Il nous indique que dans le bloc 1, on applique la revalorisation Eckert en fonction de la date de réception du document. On applique dans le bloc 2 les pénalités pacte sur les différentes périodes. Et en bloc 3, la pénalité Eckert. Enfin, le bloc final avec le capital revalorisé, les pénalités pacte et Eckert. Et le montant total. La simulation nous indique donc, on peut avoir étape par étape l'exécution de la règle, identifier assez rapidement s'il y a un problème dans ce qu'on a fait ou un problème dans la règle. Et ça nous permet d'avoir une estimation aussi assez fine, assez précise de l'exécution de la règle sur des données de gens. Après, évidemment, on pourrait changer les données, affiner, lui proposer un capital de base différent, etc. pour
avoir quelque chose de plus près de ce qu'on attend. Voilà, demain, ce fonctionnement pourra être utilisé pour faire des tests unitaires quand on rédige une règle. Tout à fait. Très bien. Et voilà qui clôt notre démo. Merci à tous. Merci.